effectivement, on a travaillé avec la cinquantaine d'organisations à l'élaboration de ce scénario. Et tout de suite, je laisse Bernard Saincy, qui préside notre association, vous présenter d'abord ce qu'on est, quelle est notre raison d'être, et effectivement ce scénario. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents. Deux mots sur l'association Stop Exclusion Énergétique. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une association qui a été créée sous forme de collectif en 2019 et ensuite sous forme d'association en 2020 et qui est dédiée à la lutte contre la précarité énergétique. C'est une association qui a deux spécificités. D'abord, c'est une association multi-acteurs qui réunit des grandes entreprises, des acteurs économiques, des acteurs sociaux, des associations de solidarité et caritatives, des opérateurs sociaux, des universités, mais aussi des services de l'État, notamment. Donc on a une grande diversité des acteurs et ce qui nous permet d'avoir des propositions qui sont très larges sur l'ensemble de la problématique de la précarité énergétique et en particulier de la grande précarité énergétique qui est le sujet de notre scénario. La deuxième caractéristique, c'est qu'on est une association de projets. C'est-à-dire qu'on développe des projets concrets. Notre objectif n'est pas de faire du plaidoyer. Pour le plaidoyer, nous participons à des réseaux existants, nous donnons notre point de vue dans ces réseaux, mais c'est eux qui font le plaidoyer sur ces questions. Nous faisons des projets concrets avec des acteurs qui sont membres, ou pas encore membres, mais j'espère bientôt membres, de rénovation d'habitat pour des gens en grande précarité. Donc on a développé un certain nombre de projets, je ne vais pas tous les citer, mais on a créé un fonds pour recevoir les dons du grand public, de façon à financer le reste à charge des familles en grande précarité dans leurs travaux de rénovation. On essaye de développer sous forme expérimentale pour l'instant un projet qui s'appelle Ensemblier solidaire, qui est le métier d'accompagnement social, technique et budgétaire et de bout en bout des familles en grande précarité dans leurs travaux de rénovation. Et on essaye de mettre en avant les meilleures initiatives en matière de lutte contre la précarité énergétique au travers de l'initiative que vous avez peut-être vue, qui sont les trophées de la lutte contre la précarité énergétique et qui nous permettent de mettre en valeur des initiatives locales. Et on va en voir beaucoup pendant cette visioconférence, puisque notre scénario a une vocation, c'est d'abord d'être débattu et de créer des projets qui vont être développés dans les territoires. C'est la phase qu'on va essayer de développer aujourd'hui et je te redonne la parole, Gilles. Merci. Voilà, considérez que c'est pas très confortable pour nous. On n'est pas dans les conditions techniques qu'on espérait, mais je crois que vous êtes là. Vous êtes vraiment nombreux. Je crois que 70 personnes qui s'intéressent à ces sujets nous démontrent que c'est un vrai sujet, qu'il y a déjà beaucoup de gens qui agissent et qu'on essaye d'aller beaucoup plus fort. Tout de suite, quelques mots de présentation plus générale. Je vais demander à Sylvain de me rejoindre pour présenter l'aspect méthodologique. On a été accompagné dans l'élaboration de ce scénario par une société de conseil, société française de conseil qui s'appelle Wavestone, comme son nom ne l'indique pas, parce qu'elle est française. Mais voilà, quelques éléments de méthode, comment on a travaillé. On va essayer de rattraper un peu le retard, mais on a plein de choses à vous dire. Sylvain Massereau. Bonjour à tous. Merci Gilles pour ce petit mot. Sur la méthode, en fait, en un mot, c'est une méthode résolument collective. C'est d'ailleurs l'ADN de Stop Exclusion Énergétique. Donc, nous avons procédé à des entretiens multi-acteurs. En fait, on a rencontré une vingtaine d'acteurs de l'économie, de la solidarité, de la recherche, pour partie membres d'ailleurs de Stop Exclusion Énergétique, pour d'abord faire un état des lieux, un diagnostic de la précarité énergétique en France, comprendre les freins et les leviers pour lutter contre la précarité énergétique, et puis surtout dessiner des pistes d'action qui permettraient de lutter contre ce phénomène. Et donc, au-delà des entretiens individuels, nous avons aussi réuni ces acteurs lors d'un séminaire collectif afin de travailler ensemble à des pistes d'action, voire à des projets d'action à mener sur le territoire. Merci. Maintenant, on va avoir le plaisir d'échanger avec Manuel Domergue. Bonjour Manuel, j'ai vu que tu étais en ligne. Bon, où en est-on de la précarité énergétique?
Pour préciser aussi qu'avec, à l'initiative de la Fondation Abbé Pierre, avec beaucoup d'organisations, on a créé une première journée nationale de la lutte contre la précarité énergétique qui a eu lieu le 10 novembre de l'année dernière, maintenant, parce que nous sommes en 2022 et qui aura lieu à peu près à la même période l'année prochaine. Mais quelle est déjà ta vision globale de la précarité énergétique en France? Et tu as même le droit de citer quelques chiffres. Très bien. Bonjour Gilles, bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Effectivement, la journée de la précarité énergétique visait, comme Stop Exclusion énergétique, à rassembler des acteurs autour de cet objectif de résorption de la précarité énergétique. Pour info, on envisage une deuxième journée en 2022, sans doute le 24 novembre, donc on vous confirmera ça, mais évidemment vous serez tous les bienvenus. C'est d'autant plus d'actualité que cette précarité énergétique, on manque de suivi, je pense, très actualisé, mais il y a beaucoup d'indicateurs qui nous montrent que la situation ne s'améliore pas. Il y a des choses qui s'améliorent, c'est la qualité du bâti de manière générale, notamment évidemment depuis les derniers chiffres de l'enquête nationale de logement qui montrait qu'il y avait 12 millions de personnes en précarité énergétique. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a 4 millions de logements neufs qui sont sortis de terre depuis presque 10 ans maintenant, donc forcément la qualité du bâti s'est améliorée. Il y a eu quand même beaucoup de rénovation énergétique, mais on voit qu'il y a d'autres facteurs qui vont dans le mauvais sens, en particulier ces derniers mois à la hausse des prix de l'énergie, et donc ça, on risque de le payer fortement sous forme de précarité énergétique. Pour rappel, la précarité énergétique, telle qu'on l'analyse avec ce chiffre de 12 millions de personnes concernées, c'est à la fois les personnes qui ont froid chez elles, pour des raisons qui sont liées à la précarité énergétique à un moment ou à un autre de l'année, et puis les personnes qui se ruinent pour se chauffer, qui dépensent plus de 8 ou de 10% selon les versions de leurs revenus pour se chauffer. Et donc ça, évidemment, l'augmentation très forte des prix de l'énergie, en particulier les prix du gaz ces derniers mois, ça risque de faire des ravages, surtout dans un contexte tel qu'on le connaît, de crise économique et sociale, peut-être moins dure que ce qu'on aurait pu craindre au début des premiers confinements, mais on s'aperçoit qu'il y a des publics, pas tous, des publics qui sont touchés par des baisses de revenus formels ou informels d'ailleurs, et que ça risque d'avoir des répercussions sur leur capacité à payer le chauffage ou tout simplement leur capacité à mettre le chauffage. Donc on risque d'avoir des surprises. On attend les chiffres de la prochaine enquête nationale logement qui devrait arriver dans quelques mois pour voir si depuis 2013 ça s'est aggravé ou pas. Donc là, il y a des inquiétudes très fortes. Heureusement, il y a des solutions et certaines sont esquissées évidemment dans ce scénario qui se base sur des choses qui se font déjà. C'est ça qui est la force de ce scénario. L'État, les collectivités, là, nous, on a les moyens aujourd'hui, on a les instruments pour améliorer l'action contre la précarité énergétique. Ça peut passer par des instruments financiers, c'est le plus simple, c'est ce qui peut se faire à court terme. Évidemment, c'est pas satisfaisant du point de vue soutenable de simplement aider les ménages à payer leurs factures énergétiques, mais à court terme, c'est indispensable et on a cet outil du chèque énergie notamment qu'on pourrait augmenter et élargir. Ça nécessite de la volonté politique de redistribuer les richesses en direction des ménages à très bas revenus qui sont principalement les précaires énergétiques. Donc il faudra mettre cette question-là dans la balance de la campagne électorale. On a avancé également sur la question de la privation d'office d'électricité avec EDF qui s'est engagé à abolir les coupures d'électricité et donc à les remplacer par des réductions de puissance en cas d'impayé structurel. Nous espérons que maintenant la loi prenne le relais et prévoit cette disposition pour tous les fournisseurs d'électricité. Ce serait une avancée importante, mais évidemment, on parle ici de mesures palliatives, de mesures de court terme qui sont nobles, mais qui ne sont pas suffisantes. Et donc pour le reste, c'est très important d'avoir ce type de scénario, de se mettre d'accord. Alors on l'a fait là tous ensemble à l'échelle de Stop Exclusion énergétique. Il faut maintenant que ces objectifs soient repris, déclinés à l'échelle nationale, et une campagne présidentielle, ça sert à ça, à se projeter sur 5 ou 10 ans. Et j'ai l'impression qu'on a pâti non pas de manquer d'objectifs ces dernières années, mais parfois d'en avoir trop. On a eu beaucoup de lois différentes, depuis la loi transition énergétique croissance verte, jusqu'au plan de Nicolas Hulot, la loi climat résilience, les annonces des différents candidats en 2017. On ne sait plus vraiment à
quoi la France est engagée en termes de nombre de rénovations énergétiques, de quel type de rénovation énergétique. Donc c'est très bien d'avoir un objectif plus précis dans ce scénario, à partager avec les autres évidemment, à décliner dans la loi et dans le financement, de se dire qu'on doit sortir 1 million de personnes de la précarité énergétique par an pour résorber, ou en tout cas s'approcher évidemment de zéro précaire énergétique dans une dizaine d'années. C'est possible de le faire, évidemment, il faut avoir plus d'ambition dans les rénovations énergétiques qui sont la solution de long terme. Et à ce titre-là, on voit bien qu'on est monté en puissance depuis 1 an ou 2 avec MaPrimeRénov', et c'est très encourageant. Ça montre qu'il y a un volontarisme dans la société et que aussi les pouvoirs publics ont compris que c'était là un chantier d'avenir. Après, il faut que ce soit des travaux qui soient plus ambitieux. 86% des travaux engagés par MaPrimeRénov' sont des monogestes. Donc on a massifié, mais on n'a pas massifié la qualité des travaux, en tout cas l'ambition des travaux. Il faut aller plus loin. Mon accompagnateur Rénov' aussi permettrait, si c'était bien mis en place et généralisé, d'accompagner les ménages dans cette ambition, parce que ce scénario, il faut qu'il soit partagé. Que les bénévoles, les professionnels s'en emparent, les services civiques, c'est aussi pointé dans ce scénario, pour qu'on aille tous dans le même sens. Et un scénario, ça veut dire aussi une capacité pour l'État de planifier les efforts, de planifier les priorités, qui va rénover en premier. Et on pense à la Fondation Abbé Pierre qu'il est important d'avoir des normes, pas simplement un objectif qui nous rassemblerait, mais que ça se décline avec des normes, et des normes, ce sont des obligations. C'est pas toujours forcément populaire, mais c'est plus simple pour tout le monde de savoir qui doit commencer et qui devra rénover en 2025, 2028 ces logements, selon qu'on soit dans une passoire, selon qu'on soit propriétaire occupant, propriétaire d'ailleurs, etc. Donc un grand merci pour ce travail de scénarisation, mais que ce scénario ne reste pas du cinéma ou de la fiction. Il faut ensuite qu'il y ait une mobilisation, et Stop Exclusion Énergétique, je pense, est tout à fait disponible pour commencer à notre niveau à décliner ce scénario. En tout cas, c'est une première étape importante. Merci beaucoup. Merci, effectivement, c'est une première étape. Merci pour cette vision assez large, cette presque interpellation. Et d'ailleurs, Grégoire, frère Jacques, va me rejoindre. Il va pouvoir s'exprimer aussi. On est sur des enjeux qu'on sait extrêmement importants. C'est une première pierre et dont on veut le débattre, on veut l'enrichir, et on a besoin effectivement de tout le monde, et on en reparlera tout à l'heure, des débats dans différentes régions, sur des différentes thématiques. Mais on a la chance d'avoir avec nous Grégoire Frère Jacques, qui est DGA de l'ANA. On a parlé de mon accompagnateur Rénov', MaPrimeRénov'. Voilà, donc on est dans un univers ANA. Il y a une vraie bascule, transformation qui s'est faite en ce début d'année. Et donc, on avait envie d'écouter la position de l'ANA. Pas forcément sur une réaction globale au scénario à ce stade, bien évidemment, on le lance au moment, mais sur la vision de l'ANA sur les prochains mois. Là. Merci Gilles, merci à tous. Enfin, merci aussi de m'avoir convié ici au nom de l'ANA. J'allais dire, c'est important, et de voir le nombre de personnes qui sont connectées, c'est aussi un vrai motif de satisfaction aussi pour l'ANA. Et je vais dire que ce que Manuel Domergue a dit, à quelques exceptions, sur les prises de parole plus politiques, donc j'ai un devoir de réserve et de neutralité, vous le comprendrez, mais je partage beaucoup de choses qu'il a posées. Nous avons eu l'occasion d'en parler assez récemment. Et effectivement, il y a énormément d'éléments qui sont en train de se mettre en place à l'heure actuelle. Il y a une accélération à la fois effectivement de la prise de conscience, ça vous le savez tous, de la prise de conscience collective, mais aussi des pouvoirs publics, très clairement, sur les enjeux de cette lutte contre la précarité énergétique. Ça fait presque pas de doute, j'allais dire. Et je voudrais juste rappeler 3 points. C'est-à-dire que ce qui a énormément changé, je vais dire du point de vue de l'ANA, dans cette lutte contre la précarité énergétique, MaPrimeRénov', en fait, c'est une étape. Manuel l'a évoqué, effectivement, c'est un premier pas, c'est une massification, c'était la logique, de pouvoir massifier effectivement les aides et aussi les recentrer. Je rappelle quand même que cette transformation et cette création de MaPrimeRénov', c'était la transformation du crédit d'impôt transition énergétique qui, la réalité, pour 80% de sa mobilisation était captée par les 2 déciles les plus élevés de la population. Et
Et la réalité, c'est que sur les chiffres de 2021, 65% de ma prime rénov', c'est pour des ménages des 4 premiers déciles de la population. Donc en tout cas, il y a eu cette logique de massification, plus de 650 000 aides qui ont été distribuées l'année dernière, et aussi ce recentrage avec une vocation plus sociale. Donc, mais c'est une première étape, on en a bien conscience. L'enjeu, et c'est le deuxième point sur lequel je vais insister, Emmanuel l'a évoqué, et je crois que c'est au cœur effectivement du scénario sur lequel on doit encore agir, c'est la rénovation globale. Oui, ma prime rénov', c'est une étape, c'est une aide par geste, c'est de la rénovation par geste. Est-ce que c'est de la rénovation performante? Oui, mais à certaines conditions. Et ces conditions, elles peuvent être réunies si on s'inscrit dans un parcours de rénovation sur la base d'un diagnostic d'une situation qui est bien identifiée avec des personnes qui ont les compétences pour le faire. Et ça, c'est tout l'enjeu du troisième point, on l'a évoqué, mon accompagnateur rénov'. En fait, mon accompagnateur rénov', c'est quoi? C'est l'idée que, oui, on a massifié les aides financières, mais qu'en fait, pour répondre au sujet qui est devant nous, il faut savoir accompagner dans toutes ces dimensions les personnes, n'importe quel propriétaire, n'importe quel ménage dans son logement, pour faire les bons choix de travaux, qui peuvent être des choix, alors une rénovation globale, j'allais dire one shot, d'un coup, on fait tous les travaux, mais ça peut être aussi par étapes, si les travaux sont faits très correctement. Et ça, c'est tout l'enjeu de... Alors, ce nouveau service public qui a été créé, qui est labellisé, France Rénov', voilà, il est incarné. Il y a une plateforme qui est une première étape, qui a été ouverte le 5 janvier dernier. Et on va aller effectivement, progressivement, en 2022, à déployer le rôle de l'accompagnement. Vous savez qu'il y a des débats sur un texte qui est en cours, un décret qui est en cours d'examen. C'est une première étape. Je ne vais pas m'aventurer à regarder quels sont tous les arbitrages et les points de discussion. Par contre, ce qui est sûr, et ça c'est inscrit dans le texte, c'est que dans ce sujet de l'accompagnement, il y a l'accompagnement de la grande précarité, qui n'est pas forcément encore traité parce qu'il va falloir avancer plus loin. La grande précarité, c'est un enjeu vraiment particulier. Il y a, et vous le savez, j'allais dire mieux que moi, il faut structurer une démarche. Et là où je rebondirais sur ce que Manuel Domergue a indiqué, et vous le savez tous, il y a des initiatives locales et les outils existent. C'est pas faux. On sait à peu près tout ce qu'il faut faire. On connaît la méthode. L'enjeu, et là je parle pour le nom de l'ANA, l'enjeu, ça va être comment on arrive à généraliser, à structurer de manière plus importante une démarche dans laquelle l'État peut être effectivement un partenaire, qu'on ne soit pas que sur des initiatives très locales parfois, mais qu'on puisse effectivement accompagner une démarche structurée pour aider vraiment l'ensemble des acteurs des territoires. Et encore une fois, ce n'est pas l'État qui peut se substituer, c'est bien fédérer l'ensemble des initiatives, mais autour d'une démarche qui soit relativement harmonisée. Pas complètement, parce qu'il y a des spécificités locales, mais il faut qu'effectivement cette démarche soit structurée nationalement et qu'on puisse l'accompagner. Voilà l'enjeu, en tout cas pour l'ANA, et la manière dont on veut aussi organiser les travaux, en lien avec chacun d'entre vous et en lien avec le collectif Stop Exclusion Énergétique. Bon, je crois qu'on va travailler ensemble, tous travailler ensemble, parce que il y a effectivement beaucoup à faire et effectivement, on ne va pas attendre les présidentielles parce que déjà, pour citer tout à l'heure Manuel, on est déjà en train de faire, d'agir et merci en tout cas d'être venu partager Merci à vous. cette position-là. Et maintenant, on va illustrer ce scénario. La règle, maintenant, elle est très simple. Un des membres de notre association présente une étape et on l'illustre par des lauréats puisque on n'invente pas grand-chose. On essaye de donner plus d'ampleur, plus d'échelle à ce qui existe déjà. Et vous allez voir qu'il y a déjà beaucoup de gens qui agissent sur le terrain. Mais on veut dupliquer tout ce qui peut exister. Donc, sur le premier point du parcours, parce que c'est un parcours, si on veut donner accès à tous à une rénovation globale, performante, écologique et bonne pour la santé, c'est un ensemble de parcours. Et la première étape du parcours, c'est l'identification. Bernard en a parlé tout à l'heure, on souhaite former des services civiques, les impliquer pour nous aider à identifier les plus grands précaires, parce que le mot qui nous a toujours frappé, c'est ce qu'on avait aussi mis en valeur avec Emmanuel Béard il y a quelques mois, c'est les invisibles. Les gens les plus précaires, c'est des gens qui se cachent, qu'on a beaucoup de mal à trouver, et ça va être la première étape de notre travail, c'est vraiment
d'enrichir, de mettre des méthodes et surtout de former ceux qui sont déjà en contact. Alors bien sûr, ce sont des bénévoles, notamment ceux du Secours catholique qu'on va entendre juste après, mais c'est aussi les CCAS, c'est aussi parfois les services bancaires, ça peut être les services à domicile. Donc derrière tout ça, pour progresser sur cette première étape, l'enjeu, c'est de former et c'est d'apprendre ce qu'est la précarité énergétique et comment on va pouvoir l'identifier. Deux exemples sur cette première dimension du scénario. Tout d'abord, justement, le Secours catholique, qui était présent à nos côtés, d'ailleurs, quand on avait lancé cette action dont je parlais tout à l'heure. Mais là, on va sur le terrain. Jean-Yves Billy, est-ce que vous êtes là? Voilà, on vous entend. Allez, 2 minutes. C'est à Bonjour vous. à tout le monde. Alors, effectivement, nous sommes une équipe de bénévoles du Secours catholique, délégation du Poitou, et nous intervenons sur un territoire qui s'appelle l'Aglo de Baie, dans le nord de Sèvres, qui regroupe 44 communes et environ 75 000 habitants. Donc, depuis fin 2017 et surtout début 2018, nous avons identifié par le biais des demandes, notamment de dossiers uniques, d'aide, de FSL, des gens auxquels le Secours catholique venait apporter sa contribution avec d'autres organisations caritatives. Et nous sommes plutôt une équipe de techniciens du bâtiment et de l'énergétique dans le bâtiment. Et notre position a été de dire, plutôt qu'on peut toujours continuer à donner 50 € à toutes les personnes qui ne peuvent pas payer leur facture d'électricité, mais on a proposé, nous, d'aller les visiter systématiquement pour essayer de voir les vrais problèmes. Donc, on se déplace systématiquement chez les gens qui ont fait une demande d'aide financière. Et on apporte notre expertise dans la compréhension des factures, dans l'analyse du bâtiment, des installations techniques et aussi dans le comportemental. Donc on a commencé ça en fin 2018 et on s'est aperçu tout d'abord, que 90% des gens en précarité énergétique, qui ont des problèmes pour régler leurs factures ou pour chauffer, sont des locataires. Et là, on est un peu sec dans la vraie solution de cette problématique. Je pense qu'effectivement, au niveau des propriétaires bailleurs, on a un souci. Il va falloir que la législation, la fiscalité évolue là-dessus. Et puis, au hasard de nos visites, on s'est retrouvé quand même avec des propriétaires occupants. Alors au début, c'était vraiment, on n'avait pas 10% de propriétaires occupants, 10% de propriétaires occupants, 90% de locataires. Et on s'est aperçu qu'effectivement, on a découvert, nous, cette population d'invisibles qui sont des gens qui ne se vendent pas, qui réclament pas, qui se cachent, effectivement. Et par contre, on s'est aperçu que pour cette population-là, on avait des solutions. On a parlé de MaPrimeRénov', nous on parlait à l'époque d'Habiter Mieux. Donc, on a commencé à créer un réseau d'entreprises et on a pris en charge, depuis le dépôt du dossier ANA jusqu'à la réception des travaux, la prise en charge de ces travaux. Alors, effectivement, l'identification, ça nous a interpellés. Il y a du bruit là. Vous m'entendez ? Non, laisse tomber, on va continuer. Oui, on vous entend, mais on va même vous demander de conclure parce que c'est intéressant, mais il y a plein d'autres intervenants. Non, mais j'entends bien. Alors, l'identification, donc, nous, elle vient, on l'a dit, par les demandes d'aide qui sont officielles au niveau du département. Elles nous viennent aussi par l'ensemble des assistantes sociales de notre secteur qu'on a su mobiliser, expliquer et impliquer dans cette affaire-là. Et puis, elles nous viennent aussi par les bénévoles du Secours catholique à travers les distributions alimentaires ou vestimentaires ou toute autre manifestation. Et la médiatisation aussi d'un dossier, lorsqu'on a fini un dossier de travaux, en le médiatisant, ça permet à d'autres personnes je pense à la DAPEI ou des gens comme ça qui nous ont contactés depuis. Donc, effectivement, l'identification, elle est à ce niveau-là. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, on n'est pas beaucoup à se déplacer chez les gens pour bien cibler cette problématique. Même les assistantes sociales restent dans leur bureau. Et donc, on veut s'adresser, on essaie de monter quelque chose là pour s'adresser aux aides à domicile, on a déjà contacté, aux infirmières libérales, à la poste,
aux médecins, aux autres organisations caritatives qui fréquentent cette population pour arriver vraiment à l'identifier. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Désolé de mettre la pression par rapport au temps, c'est intéressant, mais effectivement, il y a aussi, je n'avais pas cité la Poste tout à l'heure, mais il y a vraiment besoin de fédérer, organiser, partager. Et c'est ce que fait la Mayenne. Est-ce que Jérémy est avec nous? Je suis là. Ah voilà. Bonjour Jérémy, ravi de vous retrouver. Qui était la Mayenne, enfin le Gléam était lauréat l'année dernière, notamment je sais que le Gléam travaille beaucoup avec pas mal d'acteurs, entreprises, collectivités, associations et dont Enedis. Voilà. Bah, désolé, ça va être encore 2 minutes, mais je sais que vous savez faire très 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 bien. Ok. Bonjour à tous. Donc le GLEAM, nous sommes une association de médiation sociale à Laval. Et donc, effectivement, nous menons toujours en partenariat avec Enedis une action qui vise à promouvoir l'inclusion numérique au service de la lutte contre la précarité énergétique. Et pour cela, nous nous appuyons sur 2 valeurs qui sont propres à la médiation sociale, c'est-à-dire aller vers les usagers et faire avec eux. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, nous nous déplaçons directement chez les usagers qui sont en situation de fracture numérique et qui donc ne peuvent utiliser les outils numériques ou ne savent pas faire leur démarche administrative dématérialisée sur la thématique de l'énergie. Et donc, nous les accompagnons sur cette démarche-là. Attention, nous ne faisons pas la démarche à leur place. L'idée, c'est d'aller chez eux en un one-shot, 2 fois maximum. On fait la démarche avec eux, ça généralement, ça prend une demi-heure. Et pendant 1h30, derrière, on va les accompagner dans l'utilisation des outils informatiques et numériques de façon à ce que ces personnes puissent gagner en autonomie, gagner en compétences dans l'utilisation des outils pour ensuite devenir autonomes dans l'ensemble de leur démarche. Et dans l'ensemble de leur démarche, notamment sur l'année 2021, je pense évidemment beaucoup au chèque énergie. Il y en a eu 2 quand même cette année, ce qui est assez exceptionnel. Et donc, on a eu énormément de demandes à ce sujet-là. Mais ça peut être aussi choisir son fournisseur, suivre ses factures, etc. Ce projet est né avec Enedis suite au déploiement des compteurs Linky, où évidemment les usagers pouvaient utiliser leur espace client pour suivre leur consommation, mais les personnes qui étaient en fracture numérique n'y avaient pas accès. Et donc, notre force, c'est que nous nous déplaçons chez les usagers avec un smartphone, une tablette et un ordinateur. Et en fonction de ce que l'usager utilise ou ce qu'il peut être amené à utiliser, on va l'accompagner et lui proposer une montée en compétences sur l'outil qu'il va être amené à utiliser. Aujourd'hui, on retrouve dans des tiers-lieux, des maisons France Service, des maisons de quartier, centres sociaux, on retrouve beaucoup de salles informatiques. Donc, on apprend aux gens à utiliser des ordinateurs, ce qui est très bien en soi. Mais aujourd'hui, 80% des usagers n'ont pas d'ordinateur chez eux. Et donc, quand ils rentrent à la maison, quand il faut refaire la même démarche avec une tablette ou un smartphone, l'ergonomie n'est pas la même, mettre une pièce jointe n'est pas la même, c'est pas la même chose. Et du coup, les personnes sont bloquées. Et il y a, pour reprendre l'interlocuteur précédent, il y a aussi une partie du public que l'on qualifie d'invisible, qui ne fréquentent pas les institutions et qui du coup n'auraient pas fait la démarche de se rendre dans ces lieux. C'est pour ça que d'avoir un agent de médiation, nous on est déjà présent sur les quartiers, sur le réseau de transport, sur l'espace public, un agent de médiation qui vient à domicile, c'est rassurant, on est chez soi, il y a l'aspect sécurité et nous ça fait 26 ans qu'on est présent sur le territoire, donc on est connu et reconnu. Et la grande force de ce projet, c'est que c'est très simple à mettre en place, c'est duplicable sur n'importe quel autre territoire. J'ai essayé de faire court. Merci, et je sais qu'il y a des départements qui nous écoutent, notamment le département du Nord, et j'en profite pour rapidement saluer Jean-Luc Alluard qui est à nos côtés, qui a beaucoup initié. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la deuxième étape de ce parcours de rénovation. Et pour le présenter, un membre très actif depuis le début et même impliqué dans le bureau de l'association, puisqu'il s'agit de Franck Billot, qui très probablement est à Compiègne. Eh bien, On t'écoute, Franck. Oui, je suis là. Donc forcément, la question de l'accompagnement des personnes est hyper importante, notamment pour les personnes en fait très très modestes, sachant que entre les dispositifs d'aide financiers qui ont été, qu'on connaît, notamment MaPrimeRénov', mais bien d'autres, les dispositifs des collectivités locales,
et en même temps, en fait, la question en fait, du bâtiment qui nécessite bien souvent un langage technique. Il y a besoin en fait de trouver les bonnes personnes pour pouvoir accompagner les familles les plus modestes, celles qui sont aussi perdues dans les questions en fait, techniques, notamment autour de la fracture numérique qu'a évoqué Jérémy tout à l'heure. Donc la question de l'accompagnement est de rassurer en fait les personnes sur un dispositif qui va de bout en bout, et c'est-à-dire en fait le bout en bout, c'est à la fois repérer l'opérateur local qui va faire un diagnostic technique, de repérer en fait les entreprises du bâtiment qui vont pouvoir en fait intervenir, faire des devis, choisir ces entreprises, aller aussi chercher la question du reste à charge, des financements pour pouvoir faire une rénovation globale et performante comme ça a été dit. Donc, à savoir faire des travaux qui peuvent être étape par étape, mais bien souvent pour les personnes très précaires, c'est des travaux dans leur globalité qu'il faut pouvoir arriver à faire. Donc il y a cette question de l'accompagnement social qui va prendre en compte toutes les problématiques en fait, de ces familles qui bien souvent sont complètement perdues au travers de tous les dispositifs. Donc cet accompagnement social et technique est très important donc pour ces familles en grande précarité. Voilà, j'ai essayé d'être assez court. Merci beaucoup pour préciser que Franck, qui est à l'origine de la création du réseau Eco-Habitat, qui essaime aujourd'hui sur l'ensemble du territoire français à travers une action qui s'appelle Chauffe-toi, nous démontre par son expérience qu'effectivement, si on prend le temps, qu'on a des niveaux de compétences suffisants, ben, on peut agir. La question est comment agir plus largement. Et puisqu'on parle d'accompagnement, on va appeler d'ailleurs un autre membre de notre association, les compagnons bâtisseurs, et eux, ils accompagnent tellement les gens qui vont jusqu'à les accompagner pour qu'eux-mêmes puissent participer à ces travaux. Les compagnons bâtisseurs ont été lauréats 2 fois des trophées, d'ailleurs, je crois que c'est la seule organisation, une fois sur un projet de récupération de matériaux, etc., l'année dernière, enfin l'année d'avant, pardon, et l'année dernière, sur un projet qui a vraiment passionné tout le monde au niveau de l'outre-mer, de l'ultramarin. Voilà. Alexandre Lagoguet dirige ce très très grand réseau qu'est les compagnons bâtisseurs. Oui, merci Gilles. Donc, ça va être une intervention un peu complémentaire de celle de Franck, puisque on coopère du coup sur le dispositif Ensemblier solidaire, et on voit bien que les parcours d'accompagnement de bout en bout des familles en situation de précarité, c'est l'ambition du projet Ensemblier solidaire, mais c'est déjà notre quotidien depuis quelques années. Hein. Aux compagnons bâtisseurs, on milite depuis plus de 60 ans pour la dignité des logements et la dignité des personnes. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est de pouvoir rendre accessible la rénovation énergétique à toutes les personnes en plaçant l'habitant vraiment au cœur de son accompagnement et de ses parcours, en utilisant en tout cas sa ressource propre et en la valorisant. On est certain que par un accompagnement renforcé, sécurisé, adapté, on va pouvoir susciter et mobiliser la capacité d'agir individuelle et collective des habitants. Et on s'est très facilement retrouvé, en tout cas, dans les ambitions de ce projet-là, puisque en coopérant avec les acteurs de l'accompagnement, les artisans, les entreprises, les partenaires publics, on est certain qu'on arrivera à créer des dispositifs vertueux et innovants qui vont permettre justement de rendre accessible cette rénovation énergétique à tous. C'est en tout cas ce qu'on a essayé de créer au travers le dispositif Ensemblier solidaire. Donc pour ça, on va partager les expériences de nos organisations, REH, Doremi, Stop Exclusion Énergétique et les compagnons bâtisseurs, pour expérimenter une alliance et être encore plus performant justement dans l'accompagnement des ménages, en ayant toujours en tête que l'habitant doit être placé vraiment au cœur de son accompagnement. Et pour ça, il y a plusieurs étapes clés, hein, l'identification et le rôle de tiers de confiance que peuvent avoir des bénévoles, des CCAS ou des autres acteurs sociaux ou de proximité. L'accompagnement renforcé, tu en as parlé, Franck, au travers de la dimension technique, sociale et financière, mais aussi une bonne articulation avec des professionnels formés. Et c'est bien un des enjeux aussi de ce projet Ensemblier solidaire, et en tout cas pour les compagnons bâtisseurs,
de notre objectif, en tout cas, de renforcer nos capacités d'intervention sur cette thématique-là. Donc la question de la formation est très importante et de trouver la bonne articulation entre tous les professionnels, qu'ils soient associatifs ou d'entreprises qui interviendront sur le programme de travaux. Voilà, donc tout au long de ce projet, on va travailler ensemble sur les enjeux de la réglementation pour essayer de simplifier les dispositifs, les rendre accessibles à tous, les enjeux des financements, bien sûr, en essayant aussi de valoriser l'apport travail des habitants qui se substituent souvent à des apports monétaires qui sont peu ou pas présents auprès des ménages que l'on rencontre quotidiennement. La formation, on en a parlé, et le référentiel métier ensemblier solidaire. Et enfin, l'enjeu de la coopération, puisque on sera beaucoup plus performant en créant des alliances. Et par cette expérimentation, on va essayer d'apporter toute une méthodologie, une approche qui, on l'espère, pourra être déployée plus largement et nous permettra d'agir sur de multiples dimensions qui vont bien au-delà de l'amélioration de l'habitat, mais qui iront sûrement sur les questions d'inclusion sociale. Voilà, Merci beaucoup. Et vous voyez qu'Alexandre a tout à fait le sens du symbole, puisqu'il a mis une grue dans notre champ de vision. Ce n'est pas un fond d'écran, mais bien la réalité derrière lui, parce que je suppose qu'il est au siège des Compagnons Bâtisseurs, qui est lui à Rennes. Rennes est une ville en mouvement au sujet de la construction en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Tout de suite, on passe à la troisième dimension. Je vais demander à Claire Gagnère de me rejoindre, qui est secrétaire générale d'Elio. Elio, qui est un acteur important de la rénovation, y compris des certificats d'économie d'énergie, etc. Vous savez qu'on est rentré dans la 5e période. Alors, je sais qu'il y a plein de questions qui arrivent sur le DPE, etc. Rassurez-vous, on a un temps de questions-réponses tout à l'heure, même si je ne suis pas sûr qu'on arrive à répondre à tous, parce qu'on a... La bonne surprise, c'est qu'on est... Enfin, la surprise. La satisfaction, c'est qu'on est 74 en ligne. Et ça veut dire qu'il y a un intérêt très fort sur ces sujets. Donc, 85. 85. Non, mais attendez, c'est juste incroyable. Moi, sur ma machine, c'est marqué 73. Et sur l'autre machine à côté, 85. En tout cas, une rencontre avec une centaine d'inscrits où il y a 85 participants, je pense que c'est un record en ce moment. Voilà, donc Claire, donc Elio qui nous accueille physiquement, c'est dans ce studio aujourd'hui. La question du financement dans le scénario, on avait envie de vous entendre. Oui, donc Elio, on est depuis 2008 donc spécialiste des économies d'énergie et de leur financement. Et donc, on est amené, dans le cadre de notre métier, à rencontrer ces ménages précaires qui sont demandeurs de financement pour isoler leur maison et pour se chauffer. Donc, on est effectivement très content d'être dans le collectif Stop à l'exclusion énergétique pour travailler sur la partie financement, et notamment sur le financement du reste à charge, car le fameux financement sans reste à charge reste une priorité si on veut emmener les ménages précaires à engager des travaux. Donc, on a même intégré ce nouveau scénario 2022 dans une plateforme que nous sommes en train de créer destinée aux futurs candidats, à l'élection présidentielle, pour qu'ils portent le sujet de la précarité énergétique, ce qui n'est pas pour l'instant malheureusement le cas. Donc, si on reprend dans les 6 propositions du scénario, moi je vais reprendre mes petites notes. Donc effectivement, le financement sans reste à charge, nous avons dans les propositions du collectif celle du projet de programme de certificat d'économie d'énergie dédié à la précarité, qui est effectivement la solution peut-être la plus rapide à proposer. Je rappelle simplement qu'il y a un appel à programme en 2022 qui va être ouvert rapidement, et on va pouvoir y travailler. Il y a également développé l'accès aux fonds de lutte contre la précarité, donc pour financer les caisses d'avance sur les travaux pour les opérateurs de la rénovation. Nous avons également dans les suggestions intégré davantage les systèmes financiers. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qu'on avait déjà mis l'année dernière. Les systèmes financiers, banques, mutuelles, dans le financement de la rénovation énergétique. Et un point que nous avons ajouté cette année, c'est considérer l'économie circulaire, donc la réutilisation des matériaux, équipements, produits locaux récupérés pour les travaux de rénovation énergétique. Donc tout ce scénario doit servir effectivement de feuille de route aux futurs décideurs. C'est comme ça que nous on le voit chez Elio, dans le contexte de campagne, et on a même au niveau même je dirais de l'Europe. Donc ce scénario doit être diffusé pour nous au plus grand nombre,
auprès de tous les décideurs. Et si on veut effectivement changer la donne, il faut qu'on soit tous et qu'on continue à tous être solidaires autour de ce scénario. Et on voit bien l'enjeu multi-acteurs, l'État, Ouais. effectivement, qui Mhm. finance. L'ANA en parlait tout à l'heure, à travers des mécanismes qui viennent notamment des marchés carbone. On espère aussi qu'on pourra demain faire de la compensation carbone. Alors évidemment, on encourage toutes les entreprises à diminuer le plus possible leurs émissions de carbone, et pas que les entreprises aussi, les collectivités, les associations. Mais quand on compense au niveau du carbone, pourquoi ne pas compenser en encourageant l'isolation, enfin la performance énergétique d'une façon globale sur chacun des territoires français. Je pense que ça pourrait permettre d'impliquer énormément de TI en France, voire d'entreprises plus petites. C'est une des propositions, mais on attend beaucoup d'autres propositions. Et tout de suite, sur le mécanisme de l'illustration de tout ça, encore un lauréat 2021, pardon, je vais essayer de ne pas me tromper dans les dates, l'année dernière. Est-ce que Nicolas Cordier de Leroy Merlin est avec nous? Ah, ben, bienvenue Nicolas. Voilà, j'ai d'autant de plaisir à t'entendre que je crois que c'est l'opération qui a gagné l'année dernière a même eu un encouragement, un succès, et c'est une opération sur l'ensemble des magasins en France, mais je te laisse la présenter. Très bien. Alors, est-ce que l'écran s'est partagé? Je ne vois plus trop. Oui, on voit voilà, c'était juste pour redire qu'effectivement, il y a plusieurs manières de pouvoir soutenir Stop à l'exclusion énergétique, et finalement derrière la modélisation des approches pour pouvoir apporter des projets concrets à l'exclusion énergétique. D'abord, la visibilité qui est donnée avec nos 142 magasins, l'ensemble des collaborateurs, 25 000 collaborateurs en France, et puis les visites dans nos magasins. Hop, j'ai perdu la présentation. Voilà. Et au mois de novembre, donc, nous avons décidé, dans le cadre de l'opération Mieux dans ma maison, qui était une opération commerciale avec une thématique chauffage importante, de pouvoir mettre en avant également Stop à l'exclusion énergétique et notre engagement avec nos clients à financer, à cofinancer des projets de rénovation pour des familles en situation d'exclusion énergétique, avec une vingtaine d'euros reversés pour chaque produit vendu. L'idée étant de pouvoir financer à travers cela les 25 restes à charge des 25 chantiers de l'expérimentation Ensemblier solidaire. Donc ça, vous aurez fait le calcul, à raison de 5 000 euros par reste à charge, on était à un financement de 125 000 euros, et il a été largement atteint, ce qui nous permet effectivement de pouvoir aller au-delà, de pouvoir du coup financer d'autres restes à charge de d'autres chantiers, et puis de pouvoir aussi participer au coût de l'accompagnement de ces chantiers, puisque ça a été dit à plusieurs reprises par plusieurs d'entre nous qu'il y a un enjeu là majeur à pouvoir financer aussi le coût des chantiers. Voilà, et peut-être la deuxième manière de pouvoir soutenir ces chantiers et l'accompagnement des ensembliers solidaires, c'est le dispositif d'achat solidaire avec un mécanisme de reversement de 100% de la marge sur vente réalisée par les achats d'associations qui œuvrent et luttent contre le mal logement. Voilà, les compagnons bâtisseurs et Réseau Ecohabitat en particulier sont déjà familiers de ce dispositif, et qui peut permettre un véritable complément au financement des coûts d'accompagnement de ces chantiers. Merci beaucoup. On voit très bien qu'il n'y a pas de solution miraculeuse, mais que c'est parce qu'on arrive à travailler ensemble, parce que chacun amène sa part, qu'on arrive à agir à très grande échelle. Et vraiment, on s'est réjoui de cette opération. Mais comme je pense qu'il peut y en avoir beaucoup d'autres, je pense que les entreprises peuvent s'impliquer. Effectivement, la question du financement, notamment du reste à charge, et aussi de l'accompagnement, parce que autant on se réjouit effectivement que ce métier d'accompagnateur soit reconnu, c'est aussi ce qu'apporte l'évolution des choses avec mon accompagnateur, mais que pour certains publics, il y a besoin
de plus de compétences, plus de moyens, et que c'est aussi quelque chose qu'il faut financer à travers le reste à charge. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Merci beaucoup. Merci Claire, merci Nicolas. On continue. Mon rôle, c'est de courir après le temps. Et donc, on va parler maintenant de la mise en œuvre, de la réalisation. Et pour cela, on va appeler Dorémy. Je crois que c'est Kevin Nanel qui est avec nous, aussi impliqué dans pas mal de projets du collectif. Mais dans cette approche qui est celle de Dorémy, qui est la rénovation globale et performante. Kevin, c'est à toi. Merci d'être ravi d'être avec vous ce soir. Alors, pour amener notre pierre à l'édifice, effectivement, ici, j'ai envie de vous parler. Nous à Dorémy, aujourd'hui, on est spécialisé dans la rénovation performante des maisons, la rénovation énergétique. Ce qu'on amène ici aujourd'hui, c'est comment atteindre finalement un niveau BBC rénovation ou équivalent dans une rénovation. Pourquoi BBC rénovation ou équivalent? Parce que d'après nous, c'est en une étape, en tout cas, c'est la meilleure manière de lutter contre la précarité énergétique, puisque ces rénovations vont coûter au final moins cher et être techniquement plus apte à être réalisées jusqu'au bout. On a notamment sorti une étude pour l'ADEME au début de l'année sur le sujet de la rénovation par étapes performante, et on montre quelques scénarios possibles. Et ce qui montre cette étude, c'est essentiellement aussi que la rénovation globale et performante en une seule étape est celle qui conduira le plus possible à la performance et au minimum de pathologie. Donc, qui dit performance sur le long terme dit également meilleure résilience des ménages qui habitent les maisons et les ménages moins impactés par les hausses de prix. Performance, BBC Rénovation, on parle de 50 kWh par mètre carré et par an en niveau de chauffage. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Donc, on est ravis de travailler effectivement sur à toutes les étapes de la rénovation des maisons individuelles avec les partenaires ici dans le cadre du projet Ensemblier solidaire notamment. On forme aujourd'hui, nous les artisans, ce que je voulais dire aussi qui est important, c'est que un de nos gros ajouts, c'est de former des artisans du bâtiment locaux à la rénovation performante et à travailler ensemble sur des chantiers de rénovation globale et performante. Voilà. Donc, ne pas oublier les artisans, la partie offre, qui va être en capacité d'amener ce type de produit qui est encore nouveau aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, quand je parlais de collaboration, multi-acteurs, etc., la question, c'est d'arriver déjà à faire travailler ensemble des artisans, à les rendre capables de travailler avec des publics les plus en difficulté. Et merci d'insister. On va en parler évidemment sur l'illustration avec le Chenley. Juste un mot, Kevin, là, il y a une question qui est passée tout à l'heure, mais qui est quand même intéresse tout le monde. Qu'est-ce que ça change le nouveau DPE pour la lutte contre la précarité énergétique ? Qu'est-ce que ça change le nouveau DPE sur la lutte contre la précarité énergétique? Je ne sais pas si je suis la meilleure personne chez nous pour parler de ça. Joker, moi de mon côté, je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour parler du DPE. On en parlera tout à l'heure. Voilà. En tout cas, merci de tout ce travail qui est fait. Merci de cette implication évidemment dans la précarité énergétique. Et on va maintenant s'adresser à nouveau à un lauréat d'il y a quelques mois, François Marty. Qui est opérateur concrètement de terrain, avec des artisans, avec une particularité, c'est qu'on est dans l'économie sociale et solidaire. François, est-ce que tu es avec nous? Parfait. Ah oui, je te vois. Voilà. Donc tu as 2 minutes. Je sais que c'est un exercice mais extrêmement compliqué pour toi, mais je sais que tu vas être passionnant en 2 minutes. Tu m'as déjà bouffé 15 secondes. Alors bonjour à tous. Je suis vachement content de voir plein de gens que j'aime beaucoup et que je connais. Nous, on est arrivé complètement à l'envers dans le logement social. On vient d'un groupe d'insertion qui a 3 usines industrielles en France. Et nous, on a le slogan Chenley, c'est l'écologie au service du solidaire. Mais on a un slogan interne qui est déjà, ils sont pauvres et en plus, ils sont obligés de supporter toutes nos incompétences. Donc, on a abordé le problème du logement social. On s'est dit, on va faire des logements très, très chers, très, très écolos pour les gens qui n'ont pas d'argent. C'est ça le principe de démarrage. Et effectivement, on est très cher. Quand on a été voir les bailleurs sociaux pour leur dire qu'on avait une idée géniale, on s'est fait envoyer au plot. Donc, on est devenus bailleurs sociaux.
Alors, on construit en bois, paille, argile, terre crue, toiture végétalisée, système LAN, etc., etc. Il y a tout sur notre site, ce qui fait qu'on construit à 3 000 € le mètre carré hors taxe hors foncier pour des gens qui sont au SMIC ou avec des retraites de 850 €. Alors, on s'est mis aux normes suédoises pour petite enfance, handicapée, personnes âgées, parce qu'il faut être fou pour ne pas penser à ça aujourd'hui dans le logement social, notamment la vieillesse. Et on s'est mis aux normes suisses parce que les Français sont un des rares pays qui disent avant de construire combien ça va consommer. Comme ça, on n'est pas obligé de le dire après et puis ce n'est pas contrôlé. Donc, notre objectif était de faire diviser les charges par 3 pour les habitants. En fait, on est à 3,5. Le travail qu'on vient de faire cette année avec les SEC, une personne qui a 850 € de revenus, qui est âgée dans sa maison, fait 1 084 € d'économie par rapport à son logement d'avant en moyenne. Et au niveau carbone, on est à 3% seulement d'empreinte carbone. On fait 97% d'économie. Ce que j'ai à dire, c'est qu'on a touché pour la première fois nos premiers certificats d'économie d'énergie et qu'on fait partie de l'association BBCA parce qu'on voudrait bien aller racketter du côté de la taxe carbone. Alors, notre modèle économique, très, très vite, c'est 40% de fonds propres, 30% fonds hybrides ou subventions, c'est-à-dire qui a intérêt à payer. Je donne un exemple. AG2R, sur certaines de nos opérations, a donné 40 000 € par logement pour des personnes âgées, en disant ça me coûte 2 ans d'EHPAD et j'aurai le logement pour au moins 40 ou 50 ans. Et ensuite, sur la réno, on a fait notre CIS avec Plana parce que j'ai trouvé qu'il y avait dans un marais quelque chose abandonné en France, c'est les maisons de maîtres, les châteaux, les écoles classées bâtiments de France. Et ça, personne n'en veut. Donc, où on les a gratuitement, où on a un bail amphithéotique. On en a déjà fait une terminée, on en a 2 en cours, on en a 3 qui arrivent. Et la réno est bien plus chère pour arriver au même résultat. On est entre 3 800 et 4 000 € du mètre carré par rapport à nos 3 000 € du neuf. La réno est plus chère. Et le dernier point que je voulais dire, qui est rigolo, c'est que j'aime bien parce que là, il y a plein de partenaires, il faut qu'on se mette vraiment en partenariat. Par exemple, l'entreprise Insertion Chenley construit pour REH. Et je trouve que ce qui est marrant, c'est qu'on va tous dans le même but, mais il faudrait qu'on fasse des gros partenariats entre nous parce qu'on a chacun un bout de la partie de billes à jouer. Voilà, c'est terminé, Monsieur Béron. Merci François. Effectivement, cette question du changement d'échelle, ce que je trouve assez formidable dans ces histoires qu'on raconte, c'est que ça démontre que c'est possible. Il y a plein de choses très bien qui se font et tous les lauréats ne sont pas là aujourd'hui, mais on aurait pu parler de familles solidaires dans l'Est de la France qui intègrent la question handicapée. La question maintenant, c'est plus de dire c'est possible, c'est pas possible, c'est effectivement possible. Un tout petit point de détail, François a cité CIS, ça veut dire contrat à impact social. On ne va pas expliquer ce que c'est aujourd'hui, mais... La seule chose que je n'ai pas dite, c'est que l'argent y est dans le solidaire. Nous, on a levé 30 millions d'euros là pour l'instant, et j'ai déjà mes financements de 2022 et presque 2023. Si nos structures sont agréées en entreprise solidaire, il y a de l'argent. Il faut simplement embaucher les bonnes personnes pour aller savoir le chercher. Voilà. On se plaint toujours qu'il y en a. Merci beaucoup. Non, mais c'est important de le dire et c'est important de dire aussi que si on est suffisamment nombreux, qu'on est capable de travailler ensemble, c'est évidemment plus facile de trouver de l'argent pour agir, d'autant quand on peut démontrer que ça marche et que l'argent est bien utilisé. 5e étape, suivre les personnes en situation de précarité énergétique. Oui, il y a un après. Je vais vous citer une toute petite anecdote, je ne sais plus qui, me l'a évoqué. C'est une famille qui a eu des travaux et on ne comprenait pas pourquoi les volets restaient tout le temps fermés. C'était pour une raison très simple, c'est que les gens n'avaient pas les moyens de s'installer des rideaux. Ça peut paraître extrêmement simple, on n'a pas forcément envie qu'on voit chez soi. Et donc, il faut accompagner les gens. C'est aussi des questions de comportement pour éviter les effets rebonds, etc. Et là, pour cette dimension-là, AG2R, qui a été cité juste avant par François Marty, est représenté aujourd'hui par Edith Pascalon. Edith, est-ce que vous êtes avec nous ? Voilà. Donc, donc sur ces questions de l'accompagnement, vous avez aussi 2 minutes. Très bien. On m'avait dit 3, hein, je note. Attention. Hein. Vous venez de perdre 15 secondes. Oui, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Donc, en fait, juste pour rappeler, donc AG2R La Mondiale, nous sommes un groupe de caisses de retraite complémentaires et de protection sociale. On a un fonds social qui nous permet, on a 2 leviers pour agir auprès des ressortissants.
les aides individuelles, donc aide directe à la personne, ou le développement de partenariats et le soutien à des structures, effectivement, telles que le Chenlet, Réseau Ecohabitat, Famille Solidaire, certains sont aussi là, les compagnons bâtisseurs, etc. Donc, nous avons donc différentes façons de travailler et d'accompagner nos publics. Et en fait, sur la précarité énergétique, ce qui nous est apparu, c'est qu'on avait de fortes demandes en hausse sur la famille dettes et impayés, donc par rapport aux factures, évidemment. Par contre, sur l'aide aux travaux qui existe chez nous, on avait un peu une stagnation. On n'accordait pas autant d'aide, on n'avait pas assez de sollicitations. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, on a fait les constats qui font l'objet des scénarios, des étapes 1 à 4 du scénario 2030. Et on s'est dit, nos seules aides financières ne vont pas suffire à lever tous ces freins. Et donc, on a vu un intérêt évidemment significatif à intégrer le projet Stop Exclusion Énergétique. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de travailler la notion de parcours, le fameux de bout en bout qui a été évoqué précédemment et qui est important pour nous pour pouvoir mesurer l'impact de toutes ces actions auprès de nos bénéficiaires. Alors, évidemment, parce qu'on a cet intérêt à aller jusqu'au bout du service, de pouvoir l'évaluer, et puis aussi pour nous, pour pouvoir également, au-delà du bénéficiaire, justifier de l'utilisation de nos fonds, savoir si on a visé juste, parce que pour reprendre un peu l'anecdote qui a été donnée, c'est sûr que quand on a une belle chaudière, mais qu'on ne sait pas se servir du programmateur, voilà, ça peut vite avoir ses limites. Or, nous, nos équipes qui travaillent sur l'action sociale chez AG2R ne sont pas, c'est pas dans leur corde d'aller accompagner le bénéficiaire après les travaux. D'où vraiment l'intérêt pour nous de nous assurer, notamment à travers donc, ce dispositif de conseillers qui seront formés par Stop Exclusion Énergétique, de pouvoir s'assurer que la prestation, il y a la question de l'usage derrière, du bon usage. Et ça, c'est vraiment très important pour nous par rapport à nos publics, d'aller vraiment au-delà de la mission de l'aide financière, mais de pouvoir veiller à transformer ensuite leur quotidien, parce que ça reboucle bien avec notre orientation sociale qui s'appelle Agir pour le bien vieillir, qui est une orientation des fédérations Agir Carco, et sur laquelle on investit beaucoup. Et le bien vieillir, ce n'est pas que les retraités, ça commence dès la naissance. Donc là, on rejoint pleinement avec ce dispositif nos orientations prioritaires. Voilà. Merci beaucoup et vraiment de la clarté, de l'efficacité. Enfin, cette parole collective se construit aussi de cet ensemble de contributions. Effectivement, la question de la santé, elle est majeure. On a très souvent les questions d'handicap, on a très souvent les questions de vieillissement. Enfin, on a eu le cas très souvent. Et préciser aussi qu'on a des membres qui s'intéressent en mécénat de compétences. Alors, on a parlé tout à l'heure, mécénat de compétences sur des missions un peu longues, mais il y a aussi des sociétés comme Saint-Gobain, avec des possibilités de mécénat de compétences, des fois sur 1 jour, sur 2 jours, avec des gens qui peuvent venir aider, accompagner, comme le fait les compagnons bâtisseurs, mais sur les finitions, sur les peintures, sur tout ce qui va après ces travaux importants. Pour illustrer cet accompagnement, un lauréat toujours 2021, Plume Énergie. Alors, on n'est pas tout à fait sur l'accompagnement dont on vient de parler, mais sur une action engageante. Est-ce que Caroline, vous êtes avec nous? Je suis là. C'est merveilleux. Tout le monde est par là et ça marche. Finalement, ce qui est assez extraordinaire dans cette affaire, c'est finalement nous qui sommes peut-être dans les conditions techniques les moins bonnes. En ligne, ça a l'air de marcher très bien. C'est à vous, 2 minutes. Merci. Bonjour à tous. Donc, Caroline de Plume Énergie, fournisseur d'électricité. Je voulais déjà faire un point un peu sur les actions de Plume Énergie en termes de suivi des personnes en situation de précarité. Puisqu'en tant que fournisseur d'énergie, nous avons plusieurs moyens à notre disposition pour accompagner les personnes en situation de précarité. Et chez Plume, nous avons retenu 2 axes principaux. Donc, dans un premier temps, nous avons construit notre offre autour de la sensibilisation à la sobriété énergétique. Donc, mieux comprendre sa consommation pour mieux agir dessus. Et la première étape, donc voilà, dans l'accompagnement de nos clients, c'est de leur permettre de maîtriser leur consommation.
Donc pour ça, nous envoyons des bilans de consommation chaque mois à nos clients par email. Et puis nous avons développé des outils détaillés de suivi de la consommation sur l'espace client. Nous les alertons aussi en amont lorsqu'ils risquent de recevoir une grosse facture de régularisation, et nos conseillers clientèle les contactent par téléphone pour effectuer des bilans énergétiques. Ça, c'est notre premier axe. Et le deuxième, c'est celui de l'accompagnement dans l'impayé. Il arrive malheureusement à nos clients de recevoir des factures élevées, malgré les outils et l'accompagnement que nous avons mis à leur disposition. Et dans ces cas-là, on fait notre maximum pour aider nos clients précaires à gérer au mieux ces situations. Donc, tous nos conseillers sont formés sur les aides financières à l'énergie, comme le chèque énergie, ou les aides apportées par les fonds de solidarité pour le logement. Et ils gèrent au cas par cas la mise en place de plans d'apurement quand c'est nécessaire, en favorisant toujours un contact humain, voilà, un véritable accompagnement et un échange. Et donc en 2021, en effet, on a souhaité aller encore plus loin avec le service minimum de l'électricité, donc le projet avec lequel nous avons participé au trophée Stop à l'exclusion énergétique. Et donc on l'a évoqué rapidement au début, mais pour rappel, ce service minimum, il consiste à garantir une puissance minimale de compteur de 1 kVA hors période hivernale. Et nous l'appliquons sur nos clients précaires depuis juin 2021, depuis la fin de la trêve hivernale. En parallèle, on milite depuis 1 an pour que cette interdiction des coupures se généralise. Et vous le savez, une première étape a été franchie puisque EDF a annoncé mettre fin aux coupures d'électricité en novembre dernier. Merci beaucoup. Effectivement, voilà, c'est en place. On pourrait même considérer, en tout cas c'est une position personnelle, pas forcément pas encore celle de Stop Exclusion Énergétique, effectivement après les travaux, on peut s'engager à ne pas couper, mais on pourrait aussi s'engager à garantir un minimum de quantité d'eau, un accès à Internet, puisque on en a déjà parlé plusieurs fois, mais s'il n'y a pas d'accès au numérique, il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de dossier. On va passer sur le point numéro 6. Merci encore à Plume Énergie. Alors, on avait vu, il y a 5 étapes, mais si on veut que les étapes soient efficaces, il va falloir que tout ça soit animé, coordonné, en gros piloté, quoi. Donc, on considère que la 6e étape, mais qui est effectivement une étape transversale d'un bout à l'autre, c'est celle de l'animation globale, de l'assemblage. Et pour ça, on a demandé à Christophe Pauline de Schneider Electric, qui est aussi impliqué dans le bureau de notre association, d'intervenir. Christophe, c'est à toi. Merci Gilles, bonsoir tout le monde. Juste un petit mot, chez Schneider, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on a un programme de lutte contre la précarité énergétique. Et c'est un programme qui est multi-acteur au sein de Schneider, puisqu'il va impliquer à la fois la fondation Schneider Electric, le volet épargne salariale des salariés de Schneider Electric, mais aussi du mécénat de compétences. Et en ce moment, on est en train de développer également une offre spécifique rénovation pour la précarité énergétique, parce qu'on a beaucoup parlé d'efficacité, de santé, mais il y a aussi un volet sécurité qui est important, et notamment au niveau de la sécurité électrique. Et donc c'est aussi un sujet sur lequel nous travaillons. Dans le cadre de ce programme, on a été amené petit à petit à mettre en place, ou plus exactement à intervenir dans beaucoup de différents types d'acteurs. Pour cette étape transverse, il y a un volet identifier et mobiliser non plus les bénéficiaires mais les acteurs. Il se trouve que par le biais de la fondation et en partenariat avec Ashoka, on a fait 3, je crois, appels à projets européens qui nous ont permis d'identifier des acteurs, dont Réseau Ecohabitat. Au niveau du financement, on évoque la mise en place de structures foncières spécifiques à la rénovation pour les précaires. On en a contribué grâce à l'épargne salariale à la création de 2 de ces structures qui sont encore aujourd'hui petites mais qui vont être amenées à grandir. Une avec un acteur qui je ne sais pas s'il est autour de la table aujourd'hui, qui est Solia dans les Pays de Loire, et une autre avec Emmaüs. Donc, et puis on parle aussi beaucoup de formation, de former les acteurs.
Et là-dessus, on est intervenu très tôt également dans le financement en capital de Dorémy. Et la Fondation Schneider Electric soutient les compagnons bâtisseurs. Donc voilà, donc on est un petit peu au cœur de cette étape qui n'en est pas une, puisque elle démarre avant le début et elle se finit après la fin. Merci. Solea n'intervient pas aujourd'hui, mais ils sont membres évidemment aussi de l'association. Et pour insister sur la question de sécurité, parce que c'est vrai que c'est un vrai point aussi. Il y a souvent des problèmes électriques dans ces passoires thermiques, mais il y a aussi des problèmes parfois de sécurité au gaz sur lesquels travaille GRDF, notamment aussi avec des services civiques. Et c'est un point important pour nous et on aura un apport de formation important aussi, notamment vis-à-vis des ensembliers solidaires. Pour illustrer ce propos, j'ai proposé à Eric Mestralet, je crois l'avoir aperçu tout à l'heure, donc il travaille pour la mairie de Montfermeil, qui était lauréat en 2021, mais avec une implication aussi à nos côtés auparavant et d'ailleurs de l'ensemble du Grand Paris, puisqu'il y a cette démarche de parcours qui est déjà présente, je crois, à Montfermeil, notamment sur ce qui touche à ces zones pavillonnaires. Eric. Alors, merci beaucoup, Gilles. Donc, un grand merci à tout le monde, tous les éclairages qui sont apportés. On a une zone pavillonnaire qui est assez importante à Montfermeil et qui n'est pas dans un état très, très flamboyant, avec des mécanismes extrêmement mortifères de dépréciation de foncier, de division pavillonnaire, de marchands de sable. La presse en est fait quelquefois l'écho. Voilà, donc c'est quelque chose qui mobilise beaucoup la puissance publique, le maire comme le préfet, ou le préfet de département, le préfet de région, pour essayer de trouver des solutions. Dans ce cadre-là, il a déjà été mentionné le parcours de rénovation performante, et notamment une rénovation performante globale pour véritablement franchir en une ou deux ou plusieurs étapes tout ce qui est nécessaire pour remettre d'équerre une maison. Et ce qui est important, et c'est ce pourquoi nous avons été primés, là, c'est de montrer en quoi on a en amont de ce processus, la mairie de Montfermeil, grâce au SLIM, a mis en place un processus de détection, repérage, de visite qui permet d'une écoute et un diagnostic, puis après des éco-gestes et l'installation d'accessoires. Alors, rien d'exceptionnel, puisque c'est la démarche SLIM, si ce n'est qu'on l'a enrichi d'une troisième rencontre un an plus tard pour être sûr que le travail et que les conseils ont porté ses fruits, voire proposer quelques ajustements. Et puis, et c'est dans le cadre-là qu'on trouve notre place particulièrement, c'est la mise en place, et c'est ce que vous avez salué, d'une coordination technique avec tous les partenaires qui interagissent dans ce processus. Donc, à la fois les gens qui sont spécifiques sur le SLIM, mais aussi plus globalement tous ceux qui interviennent sur ce qui a trait à la transition énergétique. Voilà, donc c'est important. Donc on a plusieurs fois, 3 ou 4 fois par an, c'est cette rencontre entre à la fois les compagnons bâtisseurs qu'on a vu, mais aussi les gens du Grand Paris Grand Est, des Yvelines, des Seine-Saint-Denis, du département, de la mairie, là, les services sociaux, tous ceux qui sont susceptibles de pouvoir avoir un avis, aider à détecter, se passer, entre guillemets, le dossier, en tout cas, attirer l'attention sur une difficulté. Voilà, l'idée, c'est de réussir à mobiliser tout le monde au service des habitants qui puissent, de cette manière-là, piloter le début d'une rénovation énergétique importante. Aujourd'hui, 20 à 30% de ceux qui ont reçu des visites SLIM basculent dans un début de rénovation performante. Donc, c'est en cela que c'est extrêmement fécond pour cette dynamique que nous essayons tous de lancer. Merci beaucoup, bravo pour tout ce qui se passe à Montfermeil. La démarche est là, la méthode, l'engagement, je pense qu'on va pouvoir progresser. Alors, il y a énormément de questions, donc je vais tout de suite passer la parole à Paul Mathieu, donc qui nous accompagne aussi, qui est aussi de la société Wavestone. Vous avez écouté au tout début Sylvain Massereau. Alors, l'exercice est compliqué, faire une synthèse, on ne pourra pas répondre à tout, mais d'ores et déjà, allez, une première question, on essaye de répondre, deuxième question, et on pourra enchaîner parce que finalement, on va approcher de la fin de cet événement.
Merci Gilles et merci à tous pour vos nombreuses questions. Il y a eu des questions dans le formulaire d'inscription en amont de l'événement. On va peut-être commencer par celle-ci, et notamment une qui porte sur des éléments de contexte. Finalement, comment le scénario a pu prendre en compte la hausse des prix de l'énergie? Alors, c'est un point d'amélioration très clairement du scénario, hein, puisque au moment où on a commencé à le travailler, les hausses d'énergie avaient commencé, mais elles n'étaient pas au niveau où elles sont aujourd'hui. Donc c'est un niveau d'amélioration dans le scénario qui est tout à fait nécessaire, d'autant que on sait que pour la précarité énergétique, c'est la qualité de l'habitat, mais c'est aussi le prix des énergies. Plus les énergies augmentent, plus les gens tombent dans la précarité énergétique. Donc ça, c'est un facteur d'amélioration. Mais avant, je voulais dire, pour toutes les questions que vous avez envoyées, on va mobiliser l'ensemble des compétences de l'association dans les jours qui viennent pour répondre précisément à toutes les questions que vous avez posées. Il y avait celle sur le DPE qu'a cité Gilles, où là, il faut une réponse qui soit adaptée, enrichie. Ce qu'on peut dire déjà sur le DPE, juste un point, c'est qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas 4,8 millions de passoires thermiques, mais près de 7 millions. Donc on est quand même dans quelque chose qui modifie complètement le paysage, et ça, c'est vraiment une donnée extrêmement importante qu'il faut qu'on intègre aussi dans le scénario et dans les débats qu'on va avoir d'enrichissement. Une deuxième question qui porte sur l'utilisation des données. Que peut-on faire de la data pour lutter contre la précarité énergétique? On pense par exemple aux données de l'ADEME ou d'Enedis. Alors, je crois qu'il y a énormément de données publiques aujourd'hui. Et d'ailleurs, les délégataires C2E les utilisent comme d'autres, mais aussi de plus en plus les collectivités locales, notamment à travers les modèles prédictifs que développe actuellement le CEREMA. On parle beaucoup du Linky, mais il ne faut pas oublier Gaspard. Faut pas oublier, voilà. Donc il y a une richesse de données. C'est un travail qui reste encore à faire, puisque les outils ont beaucoup progressé, notamment il y a le nouvel outil qui a été porté par l'ADEME l'année dernière. Mais il y a encore beaucoup à faire parce que derrière l'outil, il y a la fiabilité des informations, il y a la différence entre des outils qui sont d'ordre statistique et d'autres du référencement, mais il y a aussi la question de la formation. Être capable de changer sa décision à partir de données, c'est pas forcément une compétence qu'on a de façon innée, et donc je crois qu'il y a aussi un vrai travail là de formation pour nous, mais c'est le tout début, hein. Tout à l'heure, on citait l'après-chantier, c'est un groupe de travail qu'on est en train de lancer, et on lance un appel à tous ceux qui veulent y participer. De la même façon, c'est évident qu'on va créer un groupe aussi sur l'utilisation de la donnée pour lutter contre la précarité énergétique. Et on peut rajouter aussi d'ailleurs qu'il y a un problème aussi de protection de la vie privée au travers de RGPD, mais ça, on peut trouver des solutions qui nous permettent d'avancer sur le sujet. D'ailleurs, on était confronté à ça, puisque on n'a pas toujours pu aller au domicile dans le cadre du Covid. Et parfois, des gens ont appris à travailler avec leur propre appareil photo, mais tout ça a besoin d'être codifié. Il y a un gros travail à produire. Merci à tous les deux. Dernière question dans le formulaire d'inscription. Ensuite, on passera à celle du chat. On a dit on est au tout début. Et justement, comment on suit dans la durée et comment on peut évaluer le scénario? Alors, suivre dans la durée, d'abord, c'est la période dans laquelle on rentre, c'est une période de débat. J'ai vu que dans les inscriptions, beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir sont prêts à organiser des débats de la même façon qu'actuellement, c'est-à-dire avec plusieurs acteurs différents sur un territoire. Et c'est la première phase. On va essayer de la tenir sur un espace-temps assez restreint pendant 3 mois environ, jusqu'à fin mars, de façon à ce qu'on puisse avoir le maximum de débats avec le maximum d'acteurs. Le scénario va être... Et d'ailleurs, on aura tout à l'heure Marseille qui va accueillir le premier débat. Le scénario va être enrichi, mais surtout, c'est, j'allais dire, une sorte de prétexte pour créer des collectifs locaux. En fait, tout va se passer dans les territoires en matière de lutte contre la précarité énergétique. Donc il faut, à partir d'un scénario qu'on débat, sur lequel on s'accorde, qu'on enrichit, surtout on trouve des projets avec les acteurs locaux pour essayer d'avancer sur cette question de l'éradication de la précarité énergétique. C'est ça la question essentielle. Pour l'évaluation, je dois dire que pour l'instant, on verra dans les mois qui viennent, une fois qu'on aura terminé les débats. C'est un peu prématuré comme question. Il y en aura une.
Merci Bernard. On passe aux observations et aux questions issues du chat. Encore merci à tous pour votre participation. Une observation a été faite sur la place des femmes, puisque on sait que les foyers précaires sont souvent monoparentaux et la place des femmes dans les foyers, c'est souvent la personne qui s'occupe des factures, qui a un rôle important. Comment vous voyez ça pour lutter contre la précarité énergétique? Quels sont les leviers finalement pour cette place des femmes? La première étape, c'est qu'on va impliquer aussi les associations qui font un travail spécifique avec les femmes, mais c'est déjà le cas on parlait des SLIN tout à l'heure, mais on pourrait parler des PIMS, on pourrait parler de tous les acteurs de la médiation sociale savent bien l'importance. Et effectivement, la question qui a été posée est tout à fait vraie, c'est que beaucoup de personnes en situation de précarité énergétique sont des familles monoparentales. Et souvent, ce sont des femmes, effectivement. Mais là, il y a un vrai rapprochement qu'on va mener dans les prochaines semaines, dans les prochains mois avec les associations spécialisées. Je pense que Bernard voulait compléter la réponse. Bon, voilà. Mais c'est un travail à faire. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un appel. C'est une première étape. Surtout si vous avez des propositions, des idées, des façons de compléter le scénario pour voir comment l'enrichir sur cette dimension spécifique, on est à l'écoute. On n'a pas du tout l'impression d'avoir une vérité. Non, on apporte une pierre, on veut en débattre et est convaincu que de toute façon, on pourra parler d'éradication de la précarité énergétique que si on s'y met tous. Merci. Il y avait une autre question qui portait finalement sur le pragmatisme des actions, avec le suivi des évolutions réglementaires qui semblent indispensable. On a parlé du nouveau DPE. Une question portait aussi sur le potentiel et la faisabilité du prêt avance mutation de la Poste. Est-ce que vous voulez réagir? Alors c'est par la Banque Postale et le Crédit Mutuel. Le prêt avance mutation a déjà été mis en place il y a quelques années, mais il n'a pas trouvé son public jusqu'à présent. L'idée du prêt avance mutation, qu'on appelle maintenant d'ailleurs le prêt rénovation, je crois, en fait c'est de prêter de l'argent aux familles en grande précarité et de récupérer les fonds prêtés au moment de la revente de la maison. Il a été amélioré et il est diffusé par les banques ce qu'on appelle les banques de dernier recours, donc la Banque Postale et le Crédit Mutuel, qui sont très spécialisés sur des personnes en grande difficulté. Donc ça peut être intéressant, mais honnêtement, on n'a pas de recul pour l'instant, c'est très difficile à dire. Et en plus, il y a une question qu'on avait remarquée déjà dans le précédent, le pré-avance mutation, c'est que c'est très difficile avec des familles, quand on les accompagne au quotidien, qui sont en très grande difficulté, de leur dire qu'elles hypothèquent d'une certaine façon une partie de leur habitat qui est finalement la seule chose qu'elles possèdent la plupart du temps. Donc il y a un frein psychologique. Il faut voir ce qui va se passer sur ce prêt et je pense que la Banque Postale et le Crédit Mutuel vont en faire la promotion. Donc on pourra voir dans 6 mois ou 1 an si effectivement c'est une solution qui est praticable. Pour l'instant, personnellement, je suis un peu dubitatif, mais j'attends de voir, puisqu'en fait, il faut quand même laisser la possibilité de développer cet outil. Merci Bernard. Et peut-être dernière question, également issue du chat, et je pense qu'elle résume bien tout ce qu'on s'est dit depuis le début. On est sur un vrai travail collectif. Une observation a été faite sur la mutualisation des conseillers et des salariés qui réalisent des diagnostics socio-techniques, avec par exemple des visites à domicile. Est-ce que ça vous fait réagir sur ce sujet en particulier, et puis plus globalement sur le travail collectif qui est à mener, qu'on répète depuis le début et qui semble très important? Pratiquement, il faut y réfléchir. Pour l'instant, on n'a pas de solution sur ce point, mais c'est un point important. Par contre, la conviction qu'on a, mais c'est le fondement de l'association, c'est que ce sont les membres qui développent en commun des projets. C'est ça le plus important. C'est pas, d'ailleurs, le Stop Exclusion Énergétique n'est pas une nouvelle association qui réinventerait l'eau chaude, si je puis dire. On essaye de mettre en synergie tous les travaux qui sont faits par nos membres et les faire travailler collectivement pour avoir un impact qui soit bien supérieur à ce qu'on peut avoir chacun indépendamment les uns des autres. Par exemple, si vous prenez en compte l'ensemble de nos membres, on voit que chacun a un bout de la solution, des compétences sur un certain nombre de points, mais c'est ensemble qu'on arrive à développer des projets qui permettent la massification, qui est quand même l'enjeu de Stop Exclusion Énergétique.
Merci. C'est le début du débat. Et on va continuer. On a presque fini. On approche de la clôture de ce temps d'échange. Je crois que Marie-Alette Grard est avec nous. Elle préside à TD Carmonde. Je crois que quand on parle de très grande précarité, bah voilà, ATD Carmonde est un spécialiste, a une grande expérience par rapport à ça. Et évidemment, on se demandait quelle place à la question de précarité énergétique dans une association qui couvre l'ensemble des problématiques, qu'elles soient alimentaires, éducation, etc. Marie-Hélène, est-ce que vous êtes parmi nous? Ah. Non, on n'entend rien. Est-ce que peut-être une question de micro qui était coupée? Marie-Hélène? Ah. Vous la voyez ou pas? Oui, je pense que j'ai vu aussi passer tout à l'heure le présidence. Est-ce que... alors c'est effectivement compliqué. On est un tout petit peu moins nombreux que tout à l'heure, mais on est encore très nombreux. Alors... Marie-Hélène, tu nous entends là ou pas? Alors, il faut peut-être décocher le micro qui est en bas à gauche sur les écrans de Zoom. Non, mais tout va bien. On est ravis que vous soyez avec nous. Est-ce que vous avez entendu la question? Voilà. Bon. Donc, en gros, je disais que vous êtes à TD Carmonde, un spécialiste de ceux qui sont en plus grande difficulté. Tout à l'heure, Grégoire Frère Jacques parlait des premiers, deuxièmes déciles. Je pense que vous connaissez ça très bien. Vous les traitez sur l'ensemble des dimensions des difficultés, de la précarité, de la santé, de l'alimentation, etc. Est-ce que la précarité énergétique est un sujet pour vous et plus globalement pour le réseau? Oui, bien sûr que c'est un sujet. C'est pas pensable d'avoir des centaines de milliers de personnes qui sont dans des logements, des passoires thermiques. Si vous saviez le nombre de militants Carmonde, des gens qui connaissent la grande pauvreté, qui vivent dans la grande pauvreté et qui nous disent, mais comment on pourrait faire pour rénover mon logement? Moi, j'en ai assez de payer des factures impossibles, de me geler tout l'hiver. Enfin, voilà, donc j'ai écouté avec beaucoup d'attention autant que possible parce que je suis souvent dérangée par mon téléphone, donc c'est pour ça que je ne répondais pas immédiatement aussi, je vous l'avoue. Mais j'ai écouté les différentes choses qui se font là, que vous venez de présenter. Franchement, il y a des projets super et je me dis, il faut absolument qu'on arrive à se mettre plus en lien pour que justement les personnes du quart-monde avec lesquelles nous sommes puissent profiter de tous ces projets. C'est pas possible d'imaginer que les gens n'aient pas de chauffage pendant tout un hiver ou en tout cas aient une pièce affreusement humide, etc. Enfin, toutes les pièces affreusement humides. Voilà. Et je vous assure que les gens du quart-monde avec lesquels nous sommes, ils sont largement aussi motivés que vous et que toutes les belles personnes que j'ai entendues là, qui mettent en place des projets formidables. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que on implique plus de monde, qu'on travaille mieux ensemble? Justement, je suis ravi de l'appel parce que je crois on a là tous la même envie. Est-ce que dans vos équipes, il y a une compréhension de ce qu'est la précarité énergétique? Est-ce que de la compréhension des solutions? Qu'est-ce qui vous semble manquer pour qu'on puisse accélérer là? Là, il les touche du doigt tous les jours, mais ce qui manque, c'est la compréhension des solutions et des possibles. Et c'est là où il nous faut des liens entre nous. Il nous faut nous connaître mieux, il nous faut des liens pour que les personnes qui vivent cette grande précarité puissent avoir accès à toutes les propositions qui peuvent leur être faites dans ce domaine. Parce que franchement, ils sont tout à fait partants, ils ont envie que ça bouge. Donc, je pense que ce qui nous manque, c'est les liens et la connaissance des possibles. Marie-Hélène,
on organise aussi, tu le sais très bien, là, le 5 février prochain, là, avec une rencontre avec les militants Carmonde, de façon à parler du scénario. C'est un des sujets avec le département écologie-environnement, si je ne me trompe pas. Et ce sera l'occasion de commencer à avancer un travail tout à fait concret avec ATD. Et effectivement, c'est important parce qu'on a des rencontres régionales et juste après, enfin territoriales d'ailleurs, plus que régionales, et on va pouvoir discuter juste après avec Sébastien Barles de Marseille. Mais c'est aussi des réunions thématiques qu'on cherche à monter. On vous a présenté les 6 étapes, mais chaque étape mérite d'être enrichie. Et vraiment, surtout, ce dont on a envie, c'est que vous puissiez vous l'approprier, qu'on puisse monter des débats ensemble, qu'on puisse trouver des solutions et encore une fois, accélérer sans a priori, juste des solutions, du concret. Et c'est vrai que ce qui est extraordinaire dans cette affaire, encore une fois, comme je le disais au tout début, c'est que quand on arrive à accompagner une famille, à isoler, à changer la chaudière, ben c'est pour 10 ans, c'est pour 15 ans, c'est pour 20 ans qu'on règle des problèmes. Et ça, effectivement, en termes de lutte contre les précarités, c'est quand même une très belle ambition. En tout cas, on est ravis de pouvoir collaborer avec ATD Carmonde. J'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions ensemble. Merci encore d'avoir été avec nous. Tout de suite, je vais appeler Sébastien Barles, qui est adjoint au maire de Marseille, grande ville, deuxième ville française. Parfois, on a l'impression qu'il fait toujours beau à Marseille, ce qui est assez vrai probablement aujourd'hui. Mais ça nous amène aussi d'ailleurs à considérer que la question des canicules, la protection contre les canicules est aussi un sujet de précarité énergétique, puisque quand on parlait de coupure tout à l'heure, si on coupe l'été, ben, on n'a plus de frigo, voilà. Et que la chaleur, malheureusement, tue plus ou au moins autant que le froid. Marseille s'est engagé, une nouvelle équipe avec effectivement donc Sébastien Barles, qui s'occupe des questions d'écologie, etc. Il y a aussi d'autres élus qui sont impliqués avec vous. Vous avez été le premier à décider de faire un grand événement local. Alors, évidemment, il y a le Covid, donc on ne le fait pas tout à fait comme on avait prévu. On fait d'abord le 24 une dimension numérique, puis un temps présentiel au mois de mars. Mais je vous laisse présenter tout ça et nous dire pourquoi vous avez rebondi sur cette idée de débat sur le scénario. Merci en tout cas de votre invitation. Et effectivement, c'est vrai que quand on a vu ce collectif et le scénario Stop Précarité énergétique, on s'est dit qu'à Marseille, il y a des acteurs qui travaillent depuis des années sur ces questions. Je pense au GRS, je pense aux compagnons bâtisseurs, bien sûr, à un certain nombre d'acteurs locaux, à des associations qui travaillent dans la médiation également, comme Médiance 13, par rapport à la précarité énergétique. On a un parc qui est, vous savez, il y a l'habitat indigne, plus de 40 000 logements indignes à Marseille, avec cette résorption qui est essentielle. Mais il y a également donc un nombre considérable de passoires thermiques, avec effectivement, il fait froid l'hiver et très chaud l'été, avec des périodes de canicule. Et donc ça, c'est à la fois sur l'habitat ancien dégradé, mais également dans les cités. Donc on a un phénomène de précarité énergétique qui est énorme. Il y a des inégalités sociales très importantes dans la ville de Marseille. Et donc on s'est dit que bâtir une alliance locale en mobilisant l'ensemble des acteurs, et on voit que ça répond bien, en tout cas par rapport à cette mobilisation autour du 24 janvier. On a mobilisé les acteurs de la transition énergétique, bien évidemment, de la solidarité, mais également de la santé. Michel Rebirola, notamment, s'implique sur ce dossier. Et on a mobilisé également les bailleurs, les autres collectivités également vont être de la partie, et puis des banques qui pourraient accompagner le projet, et d'autres acteurs économiques mobilisés, et puis des opérateurs, on va dire publics, des outils publics comme l'Agence locale énergie-climat, qui souhaitent se mobiliser sur ces questions. C'est nouveau pour eux, mais ils sont motivés par cette démarche. Donc voilà, la ville en tout cas est très motivée par votre scénario, par le partage du scénario et par le fait de trouver des solutions concrètes au niveau local. Donc le premier rendez-vous c'est le 24 janvier, et puis le 28 mars, l'idée c'est de commencer à exposer des solutions concrètes au niveau local avec du financement à la clé. Et puis alors je voulais vous évoquer juste un autre dossier, parce que tout à l'heure a été évoqué
la compensation carbone comme outil de financement de la lutte contre la précarité énergétique. Et nous, on candidate sur un projet en fait européen. Ce sont les 100 villes décarbonées, les 100 villes neutres en carbone à horizon 2030. Et dans ce cadre de cette candidature qui mobilise beaucoup d'acteurs, les acteurs associatifs, scientifiques et économiques, on met en avant l'idée d'une coopérative en fait, de compensation carbone de circuit court, enfin local. Le GIRES, donc on va voir le GIRES prochainement qui est très au fait de ces mécanismes. Mais l'idée, c'est que par ces mécanismes, on puisse aller financer également des projets autour de la sobriété, de la rénovation et de la lutte contre la précarité énergétique. Et puis, autre levier qu'on est en train d'actionner, c'est on va développer les énergies renouvelables. On monte notamment une SEM ENR sur le territoire, et puis il y a des gros projets ENR, et on souhaite développer des projets d'autoconsommation collective en ciblant un certain nombre de foyers qui sont en précarité énergétique dans les périodes, notamment quand c'est des équipements publics qui ont des creux en fait d'occupation. Ben, l'idée c'est d'aller cibler via les outils numériques, donc les familles en précarité énergétique. Donc voilà, ça c'est un levier également qu'on souhaite utiliser. On a un projet notamment un peu pilote sur une cité à Marseille, le Frévalon, le quartier de Frévalon, où il y a ce projet d'autoconsommation collective qui va permettre de réduire la facture énergétique des ménages et d'entamer un plan de rénovation, de développement des ENR, mais également un plan de rénovation de cette cité. Voilà, en tout cas, merci pour le travail, le formidable travail que vous avez fait, et puis à très bientôt donc à Marseille. Merci Sébastien. Il y a juste un petit détail. Bientôt, vous allez arrêter de dire votre et dire notre scénario, puisque j'ai quand même entendu des vraies propositions qu'on va avoir du mal à pas mettre ensemble dans la prochaine étape du scénario. Merci à tous. Avant de laisser le mot, évidemment, de la conclusion à Bernard Saincy, qui préside l'association, je voulais remercier tous ceux qui ont rendu possible ce moment, le scénario. Alors, toute cette élaboration des scénarios de nos 50 membres, le travail des équipes de Wavestone à nos côtés, l'accueil aujourd'hui dans les locaux d'Elio, les équipes des Films Fauves qui nous accompagnent en vidéo. Vous allez pouvoir retrouver tout ça. Effectivement, on va répondre à toutes vos questions, mais surtout, vous avez les coordonnées. On attend de votre part que le fait que vous puissiez co-organiser avec nous des débats. Ça peut être une belle ambition comme celle de Marseille, mais ça peut être aussi 1 heure sur une thématique d'un petit groupe qui permet d'apporter des vraies solutions concrètes à l'ensemble des différentes étapes de la problématique. Merci à tous et tout de suite Bernard Saincy pour conclure. Oui, très rapidement, un double message. Le premier message, c'est que la soirée d'aujourd'hui nous permet de lancer concrètement les débats. Et dans le questionnaire que vous avez rempli, je crois que 45 d'entre vous étaient prêts à organiser un débat. Je pense qu'on peut vous aider, participer évidemment, vous aider à les construire. C'est le but de l'association et ce sera vraiment, à mon avis, très efficace. Donc n'hésitez pas à nous joindre sur vos dates, qui vous comptez inviter, ceux de nos membres qui pourraient être aussi mobilisés pour participer à vos initiatives. Et comme ça, on arrivera à enrichir ce scénario. Et surtout, comme je le disais, je le répète, le scénario, c'est un prétexte pour créer des collectifs locaux, des gens de territoire qui sont des acteurs de territoire qui s'unissent pour créer une vraie dynamique pour lutter contre la précarité énergétique. Donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, comme président évidemment de l'association, je vous encourage tous à rejoindre l'association, participer à nos groupes de travail, enrichir le travail commun, et puis construire finalement ce qui est le plus important, c'est cette alliance des acteurs qui n'existait pas jusqu'à présent et qui peut prendre corps pour aller jusqu'à la massification de la rénovation thermique pour les gens en grande précarité. Je pense qu'ils en valent vraiment la peine. Donc bonsoir et à très bientôt. Merci.